1h15, 1h30, c'est intense. Si vous le voulez bien, chaque table a désigné un rapporteur. Donc on va pouvoir écouter les restitutions des uns et des autres en commençant par les tables qui discutaient sur l'identification des logements représentant les meilleurs gains énergétiques après rénovation énergétique. Donc, on va pouvoir commencer par la table numéro 1. Je crois que c'est celle-ci. Vous êtes la table 1, c'est ça? La 10? Alors, table 9. Ah, vous, c'est les malfaçons, c'est vrai, pardon. Table, oui. La table 1. Qui a été le rapporteur désigné? Ah, la table, excusez-moi. Ah, est-ce que vous voulez un peu plus de temps? Peut-être que la table 2 est prête à faire une restitution? Pas encore. Est-ce que la table 3, qui travaillait également à identifier les logements pouvant représenter les meilleurs gains en matière énergétique, est prête à restituer ses travaux? Où est la table 3? Oui. Comme vous voulez. Si vous êtes plus à l'aise comme ça, vous pouvez rester là. Bonjour à tous, ou rebonjour. Donc nous, notre thème, c'était plus particulièrement identifier les logements dont la rénovation présente les meilleurs gains. Je pense qu'on a un peu dérivé quand même du sujet initial. Mais globalement, on essayait une idée qui a émergé dans le groupe, c'est de dire que jusqu'à présent, on a parlé... Ça vous dérangerait de monter au puits pour que vous soyez filmé, parce qu'on est filmé là. Ah, pardon. Donc, je disais, on a travaillé sur la question d'évaluer les gains, enfin, quels sont les logements avec le plus de gains pour la rénovation énergétique. On a un petit peu dérivé, parce que une des idées qui a émergé dans notre groupe, c'est qu'il y a l'objectif de rendre la France neutre en carbone d'ici 2050. Et il y a des rapports qui sont sortis récemment qui montrent que pour atteindre cet objectif-là, en fait, on ne peut pas se limiter à rénover juste les passoires thermiques. Il faut essayer de rénover tous les bâtiments existants actuellement pour atteindre des objectifs de consommation type bâtiment basse consommation. Donc ça a éloigné un peu notre objectif de juste cibler les bâtiments qui sont les pires et essayer de voir comment est-ce que de manière plus générale on peut essayer de suivre l'évolution en termes de rénovation sur le parc, sur un territoire ou plus globalement sur l'ensemble de la France. Si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, du coup, on se disait par rapport à la question de cibler les passoires que, en fait, en 30 ans, d'ici 2050, on ne peut pas se permettre de faire pendant 20 ans les passoires et de se dire après on fera le reste. Donc, en fait, on est plus dans une logique d'opportunité, de se dire il faut saisir toutes les opportunités, que ce soit les changements de propriétaire, les rénovations pour des questions d'entretien, etc., plutôt que de cibler uniquement les passoires. Et du coup, dans cette logique, on se dit que on a un des premiers points, c'est de comprendre finement les consommations actuelles, quel que soit le logement, passoire ou pas passoire, et d'essayer de voir le fil de l'eau de la rénovation, et notamment avec les données agrégées de consommation d'énergie, d'étudier les questions de thermosensibilité du territoire, d'un territoire agrégé. Et peut-être je laisse
Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la thermosensibilité. La thermosensibilité en hiver, c'est de voir de combien la consommation augmente quand la température diminue d'1 degré. Et en été, c'est l'inverse de combien est-ce que notre consommation augmente quand la température augmente d'1 degré. Et en fait, de se dire qu'en hiver, notre consommation augmente beaucoup, si la température extérieure descend beaucoup, ça veut dire que globalement, notre logement est quand même mal isolé. Donc ça peut être un indicateur assez simple qui nous permet de voir globalement sur un territoire si on a beaucoup de logements peu isolés, et surtout de comparer l'évolution de la thermosensibilité d'une année à l'autre. Ça permet de voir si justement on a des logements des bâtiments qui ont été mieux isolés. On ne le saura pas forcément bâtiment par bâtiment, mais ça peut donner un indicateur global d'une trajectoire pour la rénovation énergétique. Et donc nous, ce qu'on proposait, c'était d'essayer de se baser sur les données locales de l'énergie qui devraient sortir bientôt à la maille adresse pour essayer de raffiner un peu cette question-là pour que ce soit plus bâtiment par bâtiment et qu'on ait une idée un peu meilleure de ce qui se passe sans avoir besoin forcément de faire plein de calculs compliqués et beaucoup d'analyses de données, mais en se basant sur des données open source accessibles assez facilement. Et en termes de politique publique, ça permet de mieux comprendre le fil de l'eau de la rénovation, puisqu'en fait la rénovation, ce n'est pas des logements qu'on prend un par un pour les rénover, c'est beaucoup de petits gestes de rénovation par-ci par-là. Et il n'y a pas de base de données qui permet d'avoir l'exhaustivité de ce qui se fait en termes de rénovation. Et du coup, avoir une approche comme ça un peu globale de thermosensibilité, ça permet au moins de comprendre peut-être le fil de l'eau de la rénovation. Parce que c'est vrai que si on veut quelque chose de plus précis, ça demande souvent beaucoup de données et des calculs assez complexes. Par exemple, la simulation énergétique urbaine, ça permet d'avoir une connaissance meilleure de choses comme ça, ou ça permettra en tout cas de faire des choses un peu plus fines là-dessus, mais ça nécessite beaucoup plus de données d'entrée et ça demande des connaissances un peu expertes. Donc, se baser sur un indicateur simple comme la thermosensibilité, ça peut permettre à des collectivités ou des aménageurs d'essayer de faire des choses par rapport à ça. Et surtout de mesurer l'effort supplémentaire à faire, puisqu'en fait, on ne part pas de zéro, mais de mesurer l'effort supplémentaire à faire en termes de rénovation. Merci. Merci beaucoup. Oui. Vous voulez faire la suite ? Oui, justement. C'était comme ça. Pardon. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris l'initiative d'ouvrir le sujet qui vous était proposé sur effectivement un indicateur qui est plus sur la dynamique de rénovation sur un territoire, qui fait de toute façon partie aussi des indicateurs nécessaires au pilotage de la rénovation énergétique. Donc, merci d'avoir partagé le fruit de votre brainstorming avec nous. Ensuite, je vais demander à la table numéro 2, du coup, qui réfléchissait également sur ce même sujet de l'identification des logements prioritaires en termes de gains, de gains énergétiques, parce qu'effectivement, c'était un sujet pris et nous avions 3 tables sur ce sujet. On a pris l'anti-sèche géante pour arriver à se souvenir de quoi on parle. Alors, nous, on est la table 2, et en fait, on a traité, comme c'est... Non, pas vraiment. Oui, on va dire que c'était ça. Donc, c'était sur la thématique 1, en fait. Il y avait 2 sujets, et donc, on a plutôt, nous, traité l'identification des logements dont la rénovation... Non, c'était... Oui, si, en fait, c'est... Dont la rénovation, présenterait les meilleurs gains énergétiques. Donc, en fait, on a listé plusieurs propositions. Donc la première qui était remontée à notre table, c'était d'aller regarder du côté des données de l'ANA, qui visiblement permettait de catégoriser par type de bâtiment le gain énergétique qu'il y aurait à faire. Et la question qui se posait à notre table, c'était de savoir quelle était la méthodologie qu'il y avait derrière ces données, pour essayer de mieux comprendre comment on pourrait exploiter ces données, reproduire peut-être des méthodos sur d'autres types de bâtiments. Bref, voilà. Donc il y a une question une idée autour de l'ANA et de ces données. Je vais faire aussi la deuxième idée. La deuxième idée qu'on a eue, c'est de se dire qu'en fait, l'imagerie, alors là c'est un peu la partie hygiène de la table qui parle, c'est effectivement de se dire que l'imagerie aérienne ou satellite infrarouge, qui passerait de nuit en hiver ou même de jour en hiver, permettrait peut-être de voir quand même les déperditions de chaleur au niveau des toits des bâtiments. Donc en fait, l'idée c'est de faire des vols... Alors,
soit au niveau local avec de l'imagerie satellite, soit de manière plus globale avec un drone ou un avion qui passerait pour faire de la thermographie. Bref, se dire qu'avec de l'imagerie infrarouge, en fait, on peut éliminer un bon nombre de bâtiments pour se concentrer sur les pires cas qui sont déjà visibles sur l'imagerie infrarouge. Peut-être que je te laisse le troisième. Oui, alors on avait imaginé également de compléter les données, croiser ces données-là déjà existantes et agrégées avec les données des consommateurs, des consommations locales, notamment par rapport sur le fuel et sur les réseaux de chaleur. Donc, notamment sur le fuel, on pensait avoir recours au fichier rose. Voilà. Ensuite, il y avait également l'idée de croiser ces données avec les données de rénovation avec le foncier. Et ensuite, il était idée également de partir davantage du point, en termes de point de départ de l'âge du bâtiment, en enlevant les bâtiments qui étaient déjà rénovés, à la place du DPE, qui pouvait présenter certaines failles à divers sujets. Ouais, et donc parce que sur l'année du bâtiment, en fait, suivant les années de bâtiment, comme en fait la réglementation change de manière régulière, en fait sur des paliers, sur des périodes de quelques années, on a des typologies de bâtiments qui vont être énergétiquement a priori assez différentes. Et oui, sur la question de la rénovation aussi, il y avait l'idée de se dire que si on pouvait avoir une base contenant l'ensemble des gestes de rénovation qui ont déjà été faits sur les bâtiments, ça permettrait de mieux cibler les bâtiments en se disant que ce bâtiment a déjà été traité, que c'est peut-être pas la peine d'y repasser une deuxième fois. Voilà, donc il y avait toutes ces idées qui sont remontées un peu de notre table. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Donc, imagerie infrarouge, base de données consolidée de l'ensemble des gestes sur un bâtiment. L'âge du bâtiment, effectivement un bon indicateur, un proxy des DPE pour tous les bâtiments et pour lesquels nous n'avons justement pas de DPE. Autant de bonnes pistes de réflexion. Alors maintenant, je crois qu'on avait une troisième table qui réfléchissait également à ce sujet. Difficile de passer les derniers quand... Bonjour à tous. Alors, on a en effet traité le même sujet. On a eu besoin, autour de la table, de préciser un petit peu l'objectif. Donc, l'idée qu'on a formulée, c'était quand même de regarder l'intérêt d'un point de vue, en effet, consommation d'énergie, mais aussi de voir l'investissement que cela représentait et de pouvoir avoir une lecture qui soit à la fois sur la consommation, mais aussi sur l'investissement en termes de travaux qui pouvaient être réalisés. Donc déjà l'objectif, nous on l'a réécrit, qui était comme étant de dire avoir une cartographie à la maille du logement, pour être précis, du potentiel de réduction d'énergie versus effort d'investissement. On a identifié dans les parties prenantes CEREMA, bien sûr, la base DPE sans doute, les gestionnaires de réseau, les bailleurs sociaux. Enfin, il y avait beaucoup de données qu'on trouvait auprès de tous ces gens-là. Et globalement, un vrai besoin d'avoir une approche open data, y compris sur des données qui pouvaient paraître sensibles. Donc c'est un des sujets qu'on a abordé. Alors pour la méthodologie, on a pensé en premier donc, à regarder les consommations énergétiques à la maille adresse, donc des gestionnaires de réseau, donc GRDF et Enedis en premier lieu. Les réseaux de chaleur ensuite si elles sont disponibles. Donc celles-ci, elles sont normalement en open data, comme on a vu ce matin. Et de les mettre en face en fait, des surfaces des logements qui sont recensés notamment dans la base magique et les bases du CEREMA. Donc qui permettrait en fait, d'avoir une consommation énergétique des logements par mètre carré pour en fait, évaluer déjà l'efficacité énergétique des logements avant de voir quel logement prioriser pour les rénovations. Ensuite, en deuxième étape, on a pensé à faire un modèle estimatif en fait, des travaux, notamment en termes de coûts, pour pouvoir en fait, évaluer tout simplement les coûts et voir quels seraient les logements
qu'il est réaliste de rénover. Donc pour cela, on se baserait sur les données du CEREMA à nouveau, qui donnent l'âge et les matériaux en fait, de chaque logement. Ensuite, une troisième étape serait d'enlever donc, les biais d'usage. Donc ça, grâce à l'IoT, et donc, où il y aurait des capteurs en fait, dans la maison qui permettraient de connaître les usages de consommation et du coup d'enlever, par exemple, de vraiment identifier si, en effet, le logement consomme trop parce qu'il est peu performant d'un point de vue énergétique ou parce qu'en fait, les consommateurs à l'intérieur du logement ne sont eux-mêmes pas vertueux, ce qui est quand même deux choses différentes. Et le quatrième axe, c'était de faire un lien en fait, avec les revenus des ménages pour voir en fait, s'il est réaliste d'envisager des rénovations qui peuvent être assez coûteuses, donc de faire un lien avec les revenus des ménages. Donc là, ce serait des données soit idéalement à la maille logement, mais on imagine que c'est quand même plus compliqué de rendre ces données en open data. On a fini. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de voir que sur un même sujet, on avait 3 tables et 3 approches complètement différentes et complémentaires. Donc c'était finalement très intéressant d'avoir autant de personnes qui réfléchissent au même sujet. Donc le prochain sujet, la prochaine table, c'est celle qui évaluait l'efficacité des travaux soutenus par les dispositifs d'aide. Alors, je crois que c'est votre table, non ? Ah, il y avait 2 tables. D'accord. Oui, bonjour. Alors nous, c'était évaluer l'efficacité des travaux réalisés dans un cadre de dispositifs d'aide. Alors dans les dispositifs d'aide, on a plus parlé des C2E parce que c'est plus d'actualité, mais il y a aussi le reste. Donc, alors les parties prenantes, on a essayé de remplir les cases. On a les parties prenantes, on a les bénéficiaires, c'est les consommateurs, les installateurs, les distributeurs d'énergie, les consommateurs, et puis tous les intermédiaires, notamment dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie. On a essayé de voir quels étaient les outils existants. Alors, on avait à la table quelqu'un du CEREN. Donc, le premier outil, il existe un panel de consommateurs du CEREN de 3000 ménages qui sont régulièrement rafraîchis et puis interrogés. Il y a l'enquête Trémi de l'ADEME et peut-être une enquête un jour sur les copros qui s'appellerait TREC. Données et ressources, on a les datas qui nous ont été données là sur les C2E qui ne sont pas forcément d'accès public, mais elles existent pour ceux qui veulent faire de la recherche ou qui auront les droits d'accès. Alors on a beaucoup regardé aussi les compteurs intelligents, puisqu'on nous parlait de GRDF et d'Enedis. On s'est dit que c'était quand même un moyen de mesurer la consommation et de vérifier que les opérations d'économie d'énergie avaient été pour quelque chose. Il y a aussi les enquêtes terrain, parce qu'à la fin, il faut aller sur le terrain, voir comment ont été faits les travaux, s'ils ont été bien réalisés, comprendre aussi pourquoi les ménages ont fait ces travaux. Il y a aussi des enquêtes dématérialisées en termes de ressources. Alors on a aussi parlé pas mal des datas de la GTB. Alors GTB, c'est pour les bâtiments, gestion technique des bâtiments, mais en fait c'est tout ce qui permet aussi au ménage de comprendre sa consommation individuelle, tout ce qu'on va pouvoir faire avec un compteur intelligent, voir aussi l'équipement qu'on peut mettre sur... On peut relier tous les équipements de la maison pour savoir finalement qui consomme quel type d'équipement, quelle fonction consomme quoi comme énergie dans l'appartement, dans la maison, dans le logement. Et puis on s'est dit aussi comme ressource, on avait le savoir-faire des installateurs, donc les gens qui font les travaux. On s'est dit que là aussi, il faudrait trouver un moyen de les faire contribuer à l'évaluation de l'efficacité des travaux qu'ils réalisent. Alors les contraintes et les coûts, d'abord les contraintes. Bon, d'abord il y a un problème de coût, notamment si on veut faire des enquêtes. Ceren a dit que ça coûtait assez cher de descendre sur le terrain pour comprendre comment ça se passait. On a aussi des contraintes de ressources. On n'a pas les personnels qui sont compétents pour faire les analyses ou pour faire oui, on n'a pas les personnels compétents. Il y a aussi une crainte, là-dedans on cherche des informations, nous voulons des informations, et donc en face on a des gens qui n'ont pas forcément envie de les donner ou qui craignent quelque chose en les donnant, que ce soit les consommateurs ou que ce soit aussi les installateurs. Et bien avec évidemment le problème de la GPD. Donc à la fin, on a trouvé 3 types d'actions. La première action, ce serait de généraliser ou de systématiser
des enquêtes terrain. Donc là, par exemple, si on parle des certificats d'économie d'énergie, on a eu une enquête de l'ADEME avec 4... Ils ont fait, je crois, ils sont allés 400 fois sur le terrain. Alors moi, je suis président de la T2E et on a proposé à la DGEC au mois de septembre de faire 10 fois ça tous les ans pendant un certain nombre d'années. Donc c'est sur leur bureau. Donc descendre... Voilà, ça passe par un programme C2E. Ça coûte un peu de sous, mais ça ne coûte pas beaucoup par rapport au poids du dispositif, 1 pour 1000, donc c'est pas beaucoup. Donc voilà, donc en plus, on nous a sujet. En plus, on peut donc aller... Une fois qu'on va enquêter, mettons 4000 ménages sur le terrain, on essaie de les embarquer dans un système où chaque année, ils nous donneraient un peu l'évolution de leur consommation après avoir fait les opérations d'économie d'énergie pour avoir un panel dans le temps. Ensuite, pour les compteurs intelligents, on s'est dit, bon, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec. D'abord, ils peuvent être utilisés... Alors, on a les compteurs intelligents qui mesurent globalement la consommation du logement, et puis on a tout l'équipement qui peut permettre de dire, ben, tiens, là c'est la machine à laver, là c'est le frigo, là c'est le chauffage. Et donc, soit on appareille, soit on arrive à modéliser. Et donc, ce qui serait bien, c'est d'abord de donner aux ménages les outils pour connaître leur consommation. Déjà, quand on connaît sa consommation, on a un petit espoir qu'ils vont vérifier que ça descend bien, que ça baisse, et puis ils vont y être attentifs et ils vont l'améliorer. Et le deuxième niveau, que ce soit dans la consommation globale ou par équipement, c'est d'autoriser la remontée d'informations à des gens qui centraliseraient, les pouvoirs publics ou des agences, et qui permettraient ensuite, en faisant des analyses, de vérifier que les opérations ont été efficaces, de comprendre pourquoi elles ne le sont pas, etc. Et alors, dernier point, alors, on voudrait vraiment faire jouer un rôle aux installateurs. On s'est dit, bon, au début, on s'était dit, on va faire un... Il ne faut surtout pas parler d'un rating des installateurs. Ça, c'est pas bien. Donc, par contre, c'est quand même des gens sur le terrain, il faudrait qu'ils puissent remonter des informations dans lesquelles ils nous indiqueraient des indications sur la qualité des travaux, l'efficacité des travaux qui ont été faits. Dans l'idéal, s'ils pouvaient mesurer un petit peu, nous faire remonter des informations là-dessus, ce serait... Alors, il faudrait les inciter à le faire, évidemment. C'est pas complètement du wishful thinking. On croit vraiment qu'il faut qu'on sensibilise les installateurs à l'efficacité des travaux. Souvent, ce sont des professionnels, je sais pas, d'un corps de métier, et l'efficacité énergétique, c'est parfois un sous-produit. Hein. Les gens, les couvreurs, l'isolation des toits, ils ont l'habitude de poser des toits. Poser l'isolation, c'est un métier qui se rajoute à leur métier de base, donc il faut les sensibiliser. Ce sera pareil pour le ravalement ou pour tout le reste. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Donc nous, on a travaillé sur le même thème, celui de l'évaluation de l'efficacité des travaux de rénovation énergétique. On est parti du constat que le domaine du bâtiment représentait un quart des émissions de gaz à effet de serre en France et que pour atteindre les objectifs de décarbonation de l'économie à horizon 2050, il allait falloir rénover entre 500 000 et 700 000 logements par an. Et depuis plusieurs années, il y a des moyens conséquents qui ont été mis par l'État. Donc c'est de l'ordre de 5 milliards d'euros par an, distribués selon divers dispositifs. La question qui se pose, c'est donc d'arriver à mesurer l'efficacité des travaux qui ont été entrepris et à partir de la mesure de cette efficacité, être capable de mesurer la rentabilité de l'argent public investi. L'idée est d'avoir une bonne évaluation des politiques publiques pour pouvoir améliorer leur efficacité. On a identifié 3 verrous à l'évaluation à la fois de cette efficacité énergétique et de la performance des politiques publiques. Le premier, c'est la faiblesse de l'outil de mesure de la performance énergétique et notamment de la faiblesse du DPE. Le DPE, déjà, il n'est pas disponible en continu sur un bâtiment ou sur un logement, il est disponible qu'à certaines dates. Donc il n'y a pas de suivi continu de ce DPE. Et ensuite, et c'est une idée qui a déjà été mentionnée, il y a une question d'usage derrière le DPE qui ne permet pas réellement de comparer des DPE à l'échelle d'un territoire. Si on prend l'exemple de 2 bâtiments, un bâtiment chauffé à 22, donc 2 bâtiments exactement équivalents, un bâtiment chauffé à 20 degrés, un bâtiment chauffé à 22 degrés, en fait le bâtiment qui est chauffé à 22 degrés aura un moins bon DPE que le bâtiment chauffé à 20 degrés. Et ce qu'on attend quand on parle de travaux de rénovation énergétique, c'est d'être capable de comparer des structures, donc des bâtiments, et pas une performance de bâtiment plus une performance d'usage. Donc il faut être capable de décorréler les deux. Donc ce qu'il faudrait, c'est un DPE fiabilisé. Ça veut dire un DPE suivi un peu plus en continu
et qui tiennent compte à la fois de la performance d'usage et de la performance du bâtiment en lui-même. Ça, c'est le premier problème, fiabilisation du DPE. Deuxième problème, c'est un problème d'utilisation, d'exploitation des données. Pour arriver à évaluer les politiques publiques, on a besoin de plein de sources de données, des données sur le bâtiment, sa surface, son état de construction, des données sur les consommations énergétiques, de gaz, d'électricité, données météorologiques, et puis ensuite les données sur les travaux entrepris, par quelles entreprises, sur quel bâtiment, avec quel mécanisme de financement. Et là, il y a 3 sous-sujets. Il y a un manque de données, déjà savoir quelles sont les entreprises qui ont travailler sur quel bâtiment et avec quel financement, ce n'est pas des données qui sont remontées de manière uniforme, et donc c'est difficile d'avoir une statistique nationale là-dessus. Deuxième problème, c'est un problème d'agrégation. Pour arriver à relier toutes ces données, il faut être capable de relier des adresses, des points de livraison, peut-être des rapports d'intervention, des rapports de travaux, des demandes de permis. Et on sait que ce travail d'agrégation pour tout statisticien est relativement compliqué. Et le troisième, c'est un problème statistique pour passer du micro, ce qu'on arrive à faire vraiment à l'échelle locale sur un bâtiment, à la production d'une statistique nationale. Et là, il y a cette question d'uniformisation des méthodes, la question de l'exhaustivité de la donnée et de la gestion du secret. Donc conserver le secret statistique, sachant que l'unité d'analyse, c'est quand même le bâtiment ou le logement. Et donc il faut pouvoir être capable de gérer cette question du secret pour passer de l'échelle micro à l'échelle macro. Le troisième problème pour l'évaluation de l'efficacité des travaux de rénovation énergétique, c'est la multiplicité des instruments financiers qui sont utilisés pour venir en aide sur ces travaux. Donc il y a des réductions fiscales, des subventions, des crédits à taux zéro, des réductions de TVA, les mécanismes des certificats d'économie d'énergie qui rendent difficile la lisibilité et la comparaison de l'efficacité de chacun de ces instruments, et donc une uniformisation aussi de ces outils permettrait de rendre une évaluation plus simple. Et donc les points sur lesquels on demande d'avancer, c'est fiabiliser le DPE, améliorer l'effort, et on sait que la statistique française est quand même extrêmement bien développée, extrêmement puissante, mais améliorer, poursuivre l'effort sur la production de données de qualité, et interroger la multiplicité des instruments financiers. Et il y a forcément des choses à aller chercher à l'étranger par ailleurs, que ce soit sur la mobilisation d'autres acteurs pour venir prêter main forte à l'État sur la subvention de tous les travaux de rénovation énergétique, ou alors sur des méthodes d'évaluation de la performance. Merci beaucoup. Alors on va avancer un peu plus rapidement. Prochaine table à faire sa restitution, c'est celle qui travaillait sur l'amélioration de l'offre de conseils aux ménages pour optimiser leur investissement. Bon, c'était un peu finalement difficile comme sujet. On a eu un peu du mal à... On s'est égaré souvent de la partie data, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. C'est parce que quand on entend améliorer l'offre d'accompagnement auprès des particuliers, on pense à plein de choses qui finalement ne sont pas tant de l'ordre de la data. On va penser au conseil, on va penser à l'humain, on pense à comment convaincre que la rénovation énergétique, il faut la faire, comment on va chercher les gens. Et finalement, on a beaucoup discuté d'humain plus que de data. Donc ça, c'était un peu une des difficultés. Mais si on reprend le sujet un peu différemment et qu'on ne parle pas d'améliorer l'offre au terme de... qu'on essaie de replacer un peu la data au milieu de tout ça, on peut quand même penser à plusieurs choses. Pour moi, améliorer l'offre, quand il y a une offre d'accompagnement, elle est quand même bonne. On voit, Trémy nous dit par exemple que l'accompagnement, ça permet d'augmenter le passage à l'acte. Donc on n'est pas tant sur améliorer la qualité de l'offre, mais peut-être faire en sorte qu'il y ait plus d'offres. Comment on réussit à accompagner plus de gens? Parce qu'on voit aussi dans les études qui sont faites
que l'accompagnement fait un peu défaut. Il y a plein de gens qui ne trouvent pas encore d'accompagnement, que les EIE sont surchargés, etc., etc. Et donc, peut-être que comment on fait pour développer l'offre ou dégager du temps aux accompagnants, peut-être que c'est là où on peut ramener un peu de la data, en leur permettant, par exemple, d'avoir des outils. Enfin, voilà, on va travailler sur ce genre de choses, mais peut-être je te laisserai la parole. Et il y a une autre chose sur laquelle on peut ramener aussi, c'est sur, finalement, cette donnée, l'accompagnement, c'est vraiment multi-acteurs. Ça peut être des EIE, des PTRE, une offre privée, ça peut être des artisans, ça peut être... Il y a vraiment plein de monde qui peut faire de l'accompagnement. Mais comment on partage la donnée? Comment on fait en sorte que tous les gens sur un même bâtiment vont pouvoir avoir accès à la même donnée, pouvoir faire communiquer les données, qu'il n'y ait pas un petit bout de données du bâtiment qui soit là et puis un petit autre là. Donc finalement, il y a un peu un enjeu sur la collecte et le partage de la donnée aussi. Donc, je ne sais pas si tu veux... Ouais. Tout d'abord, on avait remarqué quelques constats, c'est que les diagnostics étaient relativement chers. Donc, première solution pour réduire les prix, c'est commencer à sortir les informations primordiales. Sortir les informations primordiales à travers un pré-audit qui peut être fait un peu avec de la data, donc la consommation, les typologies. Donc, pour en revenir à la consommation et les typologies, ce sont 2 points d'alerte où on peut alerter, on peut aller vers le citoyen pour dire voilà, il est en surconsommation, il serait préférable de faire de la rénovation énergétique. Ensuite, et puis après, il faut aussi leur donner envie de faire un audit global qui leur permettra de passer à l'acte. Donc là, c'est vraiment un accompagnement humain. Et ce qu'il faudrait travailler aussi, c'est sur formaliser un document qui leur permet d'expliquer le fonctionnement de bâtiments après travaux. Donc là, par exemple, les données de l'ANA nous sont très utiles afin de lui présenter les statistiques et lui faire comprendre qu'il sera toujours gagnant. Enfin, qui est toujours non, mais en termes de pourcentage de chance d'être gagnant, il a de très fortes probabilités d'être gagnant. Ça c'est dit. Définir. Ça c'est bon. Non, mais je pense que le message à retenir, c'est vraiment comment on réussit à céder de la donnée existante pour l'utiliser, pour mettre en place des outils qui vont permettre de faire gagner du temps d'accompagnement, en tout cas de faciliter le travail d'accompagnement et de ce fait de pouvoir le multiplier. Et ensuite, comment on réussit à collecter la donnée, à la partager, à faire communiquer la donnée pour que tous les acteurs y aient accès, comment on la partage. Et ça, voilà, on n'a pas réussi à apporter des réponses là-dessus aujourd'hui, mais en tout cas, c'est les 2 grands enjeux qui ont découlé un peu de l'atelier. Merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'on aura un hackathon un peu plus tard pour continuer à approfondir les sujets qu'on défriche aujourd'hui. Ensuite, nous allons passer à la restitution de la table en charge d'identifier plus efficacement les fraudes aux aides à la rénovation énergétique et lutter contre les malfaçons. Pour éviter toute fraude, on vous affiche le résultat de nos travaux. Alors c'est une autre façon d'adresser le problème précédent. En gros, c'est une autre façon de parler d'évaluation de l'efficacité des travaux. Donc c'est un travail, si les travaux sont mal réalisés, s'il y a des fraudes, s'il y a des malfaçons, ça revient un peu au même. Donc les objectifs, globalement, c'est identifier les fraudes, mieux cibler les contrôles, réduire, d'une certaine manière, les fraudes et les malfaçons. Pour les obliger, c'est ne pas s'exposer. Donc il y a une sécurité juridique, financière, une question de réputation. Mais le vrai objectif, ne nous trompons pas, c'est une vraie rénovation énergétique pour les particuliers. Il y a aussi la réduction des risques des dégâts. Ce qui nous amène à une réflexion qu'on verra sur le point suivant, lié aux données assurantielles. Le contexte et les parties prenantes, on l'a vu, on l'a répété, il y a les particuliers, les entreprises, les installateurs, la DGEC qui gère les certificats d'économie d'énergie, les obligés, les bureaux de contrôle. Actuellement, globalement, il y a plusieurs solutions qui sont mises en œuvre, il y a des contrôles par échantillonnage.
plus ou moins aléatoires. Et il y a un premier travail qui a été réalisé dans le cadre d'une preuve de concept sur un contrôle de cohérence, notamment sur les surfaces, entre les surfaces rénovées et les surfaces déclarées. Concernant les données et les ressources, on a bien évidemment les bases de données C2E qu'on a évoquées. On peut faire des contrôles de cohérence sur un certain nombre d'informations liées au logement, au bâtiment. Donc il y a les bases géographiques, mais aussi les fichiers fonciers dont on n'a pas beaucoup parlé ce matin. Il y a les bases entreprises labellisées RGE, les sirènes, les bases entreprises, les consommations également évoquées ce matin, pourquoi pas la météo, les compositions des ménages, et puis des données un peu particulières liées aux sinistres, notamment les données dommages ouvrages, c'est des malfaçons qui ont conduit à des sinistres. On peut aussi avoir un contrôle particulier là-dessus. Sur les contraintes, idéalement, il faudrait pouvoir accéder aux bases de données, aux consommations réelles avant les travaux, après les travaux, et faire une comparaison. D'où l'analogie avec les groupes précédents sur l'efficacité des travaux. Et encore une fois, idéalement, mais ce n'est pas le cas, mais ça pourrait venir par la suite, un identifiant unique des logements. Alors, sur les propositions d'action, pour entrer un peu dans le concret, dans l'idéal, encore une fois, il faudrait comparer les consommations réelles avant, après et vérifier si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art, avec bien évidemment des corrections par rapport à l'effet des saisons, des météos, l'effet rebond, les compositions des ménages, etc. On a vu tout ça. Il y a potentiellement des améliorations sur les contrôles de cohérence en faisant des croisements avec les fichiers fonciers, des analyses spatiales en fonction des rénovations qui sont effectuées dans le sud de la France ou dans le nord de la France, des contrôles par rapport aux spécialités RGE, un façadier qui change de chaudière, c'est plus ou moins louche. On peut travailler sur les fiches C2E qui ont été mises en œuvre. Typiquement, si on constate un changement de chaudière biomasse individuelle sur une maison individuelle dans le 16e, a priori, il y a une présomption de fraude ou d'anomalie ou de mauvais renseignements. Alors, ça paraît complètement anodin et anecdotique, mais a priori, ça ne l'est pas. Et plus c'est gros, plus ça passe. Donc, autant flécher, cibler sur ces contrôles, et c'est relativement simple. Ce n'est pas de la grande IA ou du machine learning de haute voltige, mais ça permet globalement de faire un premier contrôle. On peut aussi travailler de manière un peu plus approfondie sur les déclarations, sur les travaux qui ont été effectués selon les différentes aides, en comparant avec le potentiel réel, la capacité de production des entreprises. Évidemment, une entreprise avec un seul salarié qui fait 15 chantiers aidés, ANA, ADEME, C2E, ça peut paraître un peu louche. Ce qui peut nous amener à regarder dans les fichiers qui peuvent exister dans d'autres ministères, notamment les fichiers à Bercy, les GCCRF, les fraudes de TVA, les gérants d'entreprises multirécidivistes qui mettent leur entreprise en faillite tous les 6 mois pour en recréer une nouvelle. On a pensé au croisement avec les BD de sinistralité. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait accessible par tous, mais ça peut permettre d'avoir un certain nombre d'informations. Au-delà des données, cette fois-ci, on a quelques pistes pour l'avenir. Sur la traçabilité, on peut assurer une traçabilité des produits utilisés, demander aux entreprises de prendre en photo leurs travaux, de prendre en photo un code barre sur les produits de construction qu'ils mettent en œuvre avec un identifiant unique. On pourrait aussi les géolocaliser. On peut aussi amener les particuliers à signaler des non-conformités, des malformations, mais ça passe par des aspects pédagogiques. C'est-à-dire faire un guide pédagogique sur les malfaçons les plus courantes. Voilà, on a changé l'isolation, mais que dans une partie du plancher ou avec des gros écarts. Voilà, tout. C'est des choses qu'on peut amener on peut amener les particuliers à signaler des contrefaçons les plus usuelles. Si on crée les conditions, on peut les inciter à faire des remontées volontaires des consommations. Si c'est difficile de les obtenir liées au secret largement évoqué ce matin, on peut leur demander de le faire volontairement. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et pourquoi pas, pour aller un peu plus loin, alors le groupe précédent n'a pas osé faire du name and chain ou des blacklists, alors on peut essayer de le faire. On peut aussi essayer de faire des whitelists avec des notations ou tout simplement s'appuyer un peu plus
sur fer.fr et sur le label RGE++ sur des entreprises de confiance. Voilà, globalement, les propositions d'action, certaines liées aux données et certaines liées à voilà, des processus qu'on pourrait mettre en place par la suite. Merci beaucoup et merci d'avoir même eu le temps de replacer dans un canevas pour suivre encore plus facilement votre restitution. Bien sûr, à l'issue des travaux, on vous transmettra les synthèses de chaque atelier. Merci d'avoir fait le travail pour nous, d'ores et déjà. On va terminer par les 2 derniers ateliers, qui sont des ateliers qui ont émergé suite à nos discussions de ce matin et qui traitent en fait plus des briques techniques pour permettre une bonne utilisation et valorisation utilisation de la donnée, parce qu'il faut savoir pouvoir l'utiliser avant même de la valoriser. Donc le premier atelier concernait la caractérisation des bâtiments. Finalement, personne n'a travaillé sur ça. Ah oui. Donc nous, on a travaillé sur la caractérisation des bâtiments et donc l'idée, c'est de pouvoir identifier les patrimoines prioritaires pour faire des rénovations. Tout à l'heure, on parlait d'accompagnement. Ça peut aussi servir à réduire les coûts, créer des outils de pré-diagnostic. Voilà. Ça concerne énormément d'acteurs, parce que ça peut être utile pour les collectivités, pour les bailleurs, même pour les particuliers, les artisans, et évidemment pour les bureaux d'études. Est-ce que tu veux faire la suite? Oui, du coup, c'est vraiment un besoin d'un outil pour identifier rapidement un peu les caractéristiques d'un bâtiment. Donc l'idée d'avoir des fiches un peu typologie de bâtiments. Dans tout ce qui est des outils, au niveau de benchmarking, il n'y a pas grand-chose qui existe. Il y a juste des études un peu locales sur les caractéristiques des patrimoines. Ouais, il y a de la bibliographie sur les typologies. Donc on a réfléchi à quelles données on pouvait exploiter pour pouvoir créer un genre d'annuaire de typologie. Et donc les données les plus intéressantes, en fait il nous faut des données à la maille adresse. Donc il y a les données Magic, il y a la BD Topo, il peut y avoir les données de recensement de l'INSEE, les données des fournisseurs d'énergie. La grosse contrainte qu'on a, du coup, c'est la RGPD, parce que du coup, voilà, au niveau des adresses, pas toujours possible d'avoir. Au niveau des possibilités pour améliorer, en fait, c'est... Ah, t'arrives pas à me relire. Alors, on a noté plusieurs possibilités. Il y a l'idée d'améliorer la fiabilité des bases en remplaçant les bases déclaratives, en remplaçant les champs libres par des choix multiples, qui aideraient beaucoup à exploiter les données. Améliorer l'interopérabilité des bases, donc ça passe par l'adressage, donc je pense que le prochain groupe en parlera. Et après, c'est préciser les frontières des données personnelles. En fait, on peut se dire qu'un bâtiment, tout ce qui est à l'extérieur, au niveau façade, ça fait partie des données communes, et tout ce qui est à l'intérieur du logement, ça fait partie des données confidentielles. Et du coup, on a fait plusieurs propositions d'action, donc par exemple de créer un modèle de regroupement des bases au maillage adresse, pour pouvoir créer des typologies, et notamment créer une base de typologie de bâti. Donc là, on utiliserait peut-être on demanderait à un acteur d'utiliser justement les données confidentielles pour créer des typologies au niveau des logements, qui après, ces typologies pourraient être réutilisées pour pouvoir cibler la rénovation énergétique selon le bâti. Ouais, l'idée, ce serait de rendre accessibles les données qui sont pour l'instant protégées, par l'intermédiaire d'un acteur qui ferait un travail de reformulation des données. Voilà, je pense qu'on peut le dire comme ça. Voilà.
Merci beaucoup. Et alors, pour clore ces restitutions, le dernier atelier a travaillé sur les questions d'adressage. Oui, oui. Une restitution à 2 voix, alors. Si tu veux. Ok. Si tout va bien, ça se recoupera. Ouais, c'est ça. Alors, donc, nos 2 groupes ont travaillé sur la question de la fiabilisation de l'adresse des bâtiments. Donc, à la fois bâtiments et logements, finalement. Ce qu'on a identifié, c'est que déjà, c'est un sujet qui est indispensable, notamment dans le cadre de la mise en place du carnet numérique, de la mise en place de l'Observatoire national de la rénovation énergétique, parce que c'est vraiment la question centrale pour pouvoir ensuite appareiller des bases entre elles. Donc, dans notre groupe, on a fait un petit test sur l'appariement de 2 bases. Donc, c'est le CEREMA qui nous a fait ça en faisant un petit test sur la base DPE et la base DV3F, en se rendant compte que c'était loin d'être simple, parce que dans la base DPE, il y a un gros problème sur la fiabilité des adresses. Dans la base DPE, les adresses sont c'est une donnée qui est saisie manuellement par les diagnostiqueurs. Donc il peut y avoir des erreurs, des fautes de frappe, ou bien des... Voilà, il y a plein d'erreurs d'assez différentes. Lorsqu'on essaye ensuite de recouper, malgré tout, les 2 bases, on s'aperçoit qu'en plus des erreurs sur l'adresse, on trouve ensuite des erreurs sur la surface, sur l'année de construction. Donc ça ne nous aide pas tellement plus à faire des recoupements. Donc, dans les possibilités à mettre en œuvre, il y avait la définition d'un code d'identification, un ID, au niveau du bâtiment ou du logement, donc qui soit un ID commun à l'ensemble des bases de données. On a fait également d'autres propositions, donc par exemple inciter directement les habitants, les propriétaires des logements à vérifier les données saisies par les diagnostiqueurs, donc que ce soit le propriétaire qui vérifie l'adresse, la surface, l'année de construction. On a aussi identifié, alors ça a été dit par le groupe précédent, mais la possibilité d'utiliser des outils de saisie pour normaliser cette saisie d'adresse, donc des outils comme la BAN, même si dans notre groupe, il y avait quelques questions sur la fiabilité de la BAN, et finalement, l'API Google était souvent préférée pour fiabiliser la saisie d'adresse. Voilà. Ensuite, la surface des logements peut également être une donnée pré-saisie. Dès lors qu'on connaît l'adresse d'un logement, la surface peut être automatiquement récupérée dans des fichiers fonciers, par exemple. Et puis voilà, d'une manière générale, l'action principale qui est ressortie, c'était d'éviter tout ce qui est saisie libre et utiliser d'autres outils pour faciliter la saisie des informations. Ouais, alors du coup, non, il y a pas mal de choses qui se ressemblent. Nous, ce qu'on a fait déjà, c'est un point général un peu sur la géolocalisation en fait, des informations. Il y avait 3 informations principales qui sont sorties. Il y avait l'adresse, la notion de bâtiment et la parcelle. Et en fait, l'idée, c'était aussi de voir en fait, comment mettre en commun en fait, ces 3 informations. Ce qu'on a mis en évidence, c'est que l'IGN a déjà un service qui propose ce genre de choses. Et du coup, ce qui a émergé des discussions, c'est qu'il faudrait faire évoluer cet outil pour que ce soit vraiment un outil de référence et qu'on arrête à chaque fois avoir différentes personnes qui tentent de faire ces croisements adresses, bâtiments, parcelles, et qu'on ait une bonne fois pour toutes en fait quelque chose de consolidé de ce point de vue-là. On a recensé qu'au niveau des adresses, il y avait pas mal d'acteurs qui proposaient en fait des bases d'adresses plutôt fiables. Donc il y avait la BAN, on a aussi tout ce qui est au niveau des fichiers fonciers, l'ARCEP aussi, tout ce qui est télécom en fait qui possède une base d'adresses assez bien documentée.
la base d'adresses éventuellement, on se dit, de tous les fournisseurs d'énergie qui pourraient servir à ce travail-là. Ce qu'on a mis en évidence aussi comme problématique de croisement, c'est quand finalement on a une parcelle, un bâtiment, une adresse, donc typiquement une maison individuelle, il n'y a pas beaucoup de problèmes. C'est quand on va se retrouver dans des cas plus compliqués, on va avoir plusieurs bâtiments, plusieurs adresses sur une même parcelle, que les problèmes vont commencer, on ne va plus savoir quel bâtiment est où, etc. Et on va avoir des problèmes pour proprement associer les informations. Et donc pour conclure, là, les conclusions vont aussi dans le même sens, c'est-à-dire que on disait tous les formulaires administratifs, réglementaires, demandes de financement, les bases DPE, les bases, tout ça, bannir la saisie d'adresse en champ libre, grosso modo qu'on soit obligé d'avoir quelque chose qui valide et vérifie l'adresse comme vous avez dans n'importe quel outil moderne numérique. Donc en gros qu'il y ait une certaine modernisation générale de l'État et de ses acteurs sur ces questions-là. Et donc l'autre solution, c'est ce que j'ai mentionné, c'est d'avoir un comptoir unique sur ce géocodage qui pourrait être porté éventuellement par l'IGN sur le projet Géoplateforme. Merci à tous pour ces restitutions. Merci non seulement d'avoir assisté à cette data session, mais en fait de l'avoir co-construit, puisque effectivement, après avoir passé 4 heures, je crois, à écouter des présentations sur les différentes bases de données qui peuvent être utilisées, on a vraiment vu cet après-midi quelles sont les premières pistes de réflexion pour mieux valoriser et utiliser les données qui sont dans ces bases de données. On comprend bien des travaux que vous avez faits que ce n'est pas facile, qu'il ne suffit pas non plus juste d'ouvrir des bases de données qui pour le moment contiennent des données sensibles, puisqu'il y a aussi tout un travail de fiabilisation même des données qui sont dans ces bases, donc un autre gros chantier. On a vu également que même si plusieurs groupes travaillaient sur le même sujet, je crois que pas un seul groupe est arrivé aux mêmes conclusions. Donc on voit bien toutes les diversités d'approches qui sont possibles. Et donc ça nous donne véritablement des perspectives de pouvoir développer peut-être lors du hackathon dans les mois qui viennent sur un même sujet différentes approches qui peuvent éventuellement se renforcer les unes les autres. J'ai été également sensible au fait que, et je m'en excuse, malgré les difficultés logistiques et de transmission notamment des bases de données, vous avez gardé votre bonne humeur et votre capacité à travailler ensemble. Donc on s'excuse encore des petites difficultés techniques pour la transmission de ces bases de données. Ça nous permet de toute manière de pouvoir répondre à toutes de façon plus réactive à tous ces problèmes pour que toutes ces bases de données puissent être mobilisées de façon efficace lors du hackathon. Je ne sais pas si nous attendons la ministre qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Est-ce que vous avez des questions ou alors des remarques par rapport à des choses que vous souhaiteriez que l'on fasse peut-être différemment la prochaine fois? Oui. Oui. Bonjour, Madeleine Lafonce-Energia. J'ai une question hyper pragmatique. Vous avez une idée de quand sera le hackathon? Alors, Monsieur Azoulay, ce matin, parlait de février. Donc, ça sera vraiment dans les tout prochains mois. En tout cas, ça sera en premier trimestre 2020, aux alentours du mois de février. Y a-t-il d'autres questions, feedback? Oui, la pression est forte du cabinet pour qu'on fasse un hackathon rapidement. Donc ça sera sûrement en février. Bon, comme il y a des congés scolaires, il faut qu'on arrive à se caler intelligemment. Et là, l'objectif, c'est qu'on s'assure bien que l'ensemble des données mobilisables le soit bien.
Voilà, donc il nous reste le mois de janvier effectif, donc voilà, c'est ça l'objectif. Hein. Mais on ne fera pas de hackathon tant qu'on n'est pas complètement sûr de pouvoir lever toutes les petites ambiguïtés qu'on a pu avoir aujourd'hui, mais c'était l'objectif de cette journée, d'arriver à préparer un hackathon efficace. Du coup, il y aura quelque chose sur le tertiaire? On a entendu à multiples reprises ce matin, effectivement, cet enjeu qu'on a déjà fait remonter. Je ne sais pas aujourd'hui vous le garantir, mais c'est un objectif qu'on se fixe. Et voilà, donc on verra comment on peut faire. Mais vous avez vu aussi ce matin que le sujet était compliqué, un certain nombre de sujets n'apparaissent dans des bases qu'à partir de 2020, donc on veut s'assurer qu'on ait de quoi faire en fait, hein. Donc c'est ça l'enjeu. Donc maintenant il faut qu'on qualifie le sujet complètement pour pouvoir travailler dessus. Mais c'est bien un objectif, on l'a entendu. D'autres questions? On accueille Madame la Ministre. Emmanuel. Non, c'est bon, on a fini la restitution, justement. Hélène? Ah oui, excusez-moi. Oui, donc lors de cette journée, nous avons pu, comme je disais, à la fois partager avec les participants les bases de données structurantes de la politique de rénovation, ouvrir de nouveaux jeux de données, alors parfois de façon anonymisée, mais pour utiliser l'intelligence collective dans la salle pour véritablement voir quels sont les nouveaux usages de ces bases de données, même celles auxquelles ces personnes n'ont pas accès normalement. Et ensuite, nous avons pu construire ensemble une réflexion sur plusieurs thèmes, notamment celui de la dynamique de rénovation, qui était un thème qui a tenu à cœur à nombre de participants, puisque un quart des participants se sont donc inscrits dans cette session, et réfléchir sur les moyens notamment de fiabiliser les données nécessaires à mobiliser les données. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est juste quelques mots de clôture d'une session qui visiblement a été riche et fructueuse. Quelques mots d'abord pour vous remercier d'être venus, surtout dans une période un peu plus difficile. Quelques mots surtout pour vous dire que la donnée et la capacité à fiabiliser la connaissance sur les sujets de rénovation énergétique des bâtiments, que ce soit des logements, des bâtiments publics tertiaires ou des bâtiments privés tertiaires, c'est absolument essentiel et qu'on a beaucoup de chemin à parcourir collectivement. Je voudrais remercier le CGDD parce que c'est avec lui qu'on travaille. Moi, quand j'ai pris ce sujet avec Julien de Normandie il y a quelques mois, je vous avoue que j'ai été un peu effarée du point de départ de ce qu'on sait, de ce qu'on fait aujourd'hui en rénovation énergétique. D'où la demande au CGDD de créer un véritable observatoire qui nous permette de compter en quanti et en quali exactement ce qu'on fait, d'éliminer les doubles comptes et au moins d'avoir une compréhension de où on en est par rapport à nos feuilles de route et nos objectifs. Et d'ailleurs, nous avons aussi besoin de mettre en cohérence tous nos objectifs parce qu'on a sédimenté des textes, des plans, etc., dans lesquels on a des objectifs chiffrés qui sont plus ou moins cohérents. Et donc, quand on aura un observatoire fiable, on pourra aussi fiabiliser notre manière de compter et nos objectifs. Derrière cette question d'observatoire, il y a la question du partage des données et de la mise à disposition des données pour action et pour transformation. Parce que finalement, dans cette politique publique, c'est une politique publique qui, comme tous les sujets ici, peut être pilotée par l'État, impulsée par l'État avec une animation. L'État en a sa part puisque l'État distribue des aides à la rénovation, l'État oppose le cadre juridique réglementaire contraignant, mais in fine, ceux qui font, ce sont les acteurs privés. Or, une bonne partie de la solution viendra de l'offre privée. C'est vrai pour le logement individuel, c'est évidemment vrai pour le tertiaire privé. J'aimerais beaucoup que ce soit vrai pour le tertiaire public, mais on a un certain nombre de freins à lever. Et pour qu'il y ait une offre privée qui fonctionne,
Encore faut-il qu'elle soit construite sur des données d'observation et donc permettre aux acteurs privés de savoir comment segmenter le marché, de savoir qui a besoin de quoi, d'évaluer ex ante l'offre qui peut être proposée et ensuite d'évaluer l'effet positif de l'action proposée et de pouvoir trouver un modèle économique avec un équilibre entre les émissions de CO2 évitées, les baisses de factures, l'efficacité énergétique, l'amélioration du confort et comment est-ce que les prestataires privés, les entreprises, que ce soit les entreprises de l'énergie, les entreprises du secteur du bâtiment, les entreprises de services, peuvent y contribuer. Pour ça, on a absolument besoin de fiabiliser nos données et de les partager. Donc c'était l'objectif de cette journée, cette première data session. Je ne sais pas si elle a répondu à tout, je ne sais pas s'il en faut d'autres, je ne sais pas si vous êtes content ou frustré à ce stade du processus, mais en tout cas, c'est un point de départ. Notre objectif est d'organiser un véritable hackathon, c'est-à-dire une fois qu'on a au moins identifié les données à partager, organiser le partage pour que ensuite on soit en capacité, à partir de l'exploitation en masse de ces données, de proposer des solutions opérationnelles. Nous, on a aussi beaucoup de questions autour de l'open data. À quel moment on peut mettre à disposition quoi, avec quelle maille, avec quel niveau de confidentialité, comment est-ce qu'on respecte les grands principes que vous connaissez tous. Ce que je voudrais juste vous dire en complément de tout ce qui vous a été dit, de l'introduction de la journée, de tout ce qui s'est passé toute la journée, c'est de la volonté du ministère et de la mienne d'avancer sur ce sujet. On ne résoudra pas le sujet de la rénovation énergétique si on ne partage pas les données et si on ne permet pas une offre privée structurée qui elle-même a besoin de s'appuyer sur des données sur lesquelles, qui permettent de créer cette offre. Donc 2020, j'espère, sera une année dans laquelle on progresse dans la mise à disposition, dans la structuration, dans la capacité à comprendre ces données tous ensemble, dans la fiabilisation des diagnostics. On a absolument besoin d'un collectif autour des données pour progresser. Donc, merci de vous intéresser à ce sujet. À votre disposition pour monter les sessions complémentaires dont vous avez besoin. J'espère que tous ensemble, on saura faire réussir un hackathon et que de ce hackathon, on sortira des solutions qu'on pourra expérimenter et qu'ensuite on pourra massifier. Donc, merci beaucoup. C'est notre engagement à tous qui nous permettra d'atteindre un objectif quanti et quali de 500 000 rénovations qu'on sait additionner sans double compte chaque année. Et au-delà de ça, le bâtiment, c'est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre, vous le savez. C'est crucial sur le chemin de l'atteinte de nos objectifs et de l'accord de Paris. Et il y a énormément à faire. Merci à vous.